Merci Edouard. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je remercie les organisateurs pour leur invitation. Ce que je vais dire est un petit peu plus large que ce que vient d'annoncer Edouard. J'ai titré mon exposé et algorithmes. Donc, je vais vous proposer une réflexion un petit peu plus large. Je dis bien archive et algorithme, mais pas archivage et algorithme. Ce serait encore autre chose. Je vais essayer de me concentrer sur ces deux mots. Il y a maintenant quelques années que je m'intéresse, comme beaucoup de chercheurs, si je prends cette casquette de chercheur, à la question des algorithmes donc appliqués ou en lien avec les archives. Et il est vrai que j'ai un petit peu creusé la question il y a 2 ans, de l'analyse qui a été faite au niveau national du grand débat des données, du grand débat national. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. C'est le point de départ, si vous voulez, de ma réflexion, qui est enrichie d'interrogations permanentes que je peux avoir en termes de diplomatique contemporaine, échange que j'ai aussi avec Édouard Vasseur régulièrement. Voilà, donc mon propos, c'est d'essayer de voir quels sont les différents modes d'accostage. Je vais employer ce terme, puisque tu as cité le CR2PA, c'est un terme que je dois à Daniel Collat, qui est un des fondateurs du CR2PA, qui est de la PSA. J'aime bien la question, la notion d'accostage, donc entre les notions, entre le concept d'archive d'une part et la notion d'algorithme d'autre part. Donc, je ne vais même pas parler d'intelligence artificielle, je me concentre sur archive et algorithme. Et je vais rapporter 2 cas de figure, mais avant, je veux revenir, parce que ça me paraît important, sur le mot archive qui me préoccupe régulièrement et sur le mot algorithme. Je commence par archive. Alors, ceux qui me lisent savent que je ne me satisfais pas, je dirais même de moins en moins, de la définition légale des archives, parce qu'il y a un petit fossé, on va dire, entre les archives légales et les archives réelles, si je peux me permettre cette provocation littéraire. Mais ce que je veux dire surtout dans cette définition et dans cette définition légale et dans l'acception générale ou la compréhension, l'interprétation qu'on en fait dans la communauté archivistique, c'est le côté statique qui me frappe, en tout cas aujourd'hui. Par opposition à l'archive en mouvement. Je m'explique, c'est qu'on voit plus l'archive, je vais employer le singulier aussi, ou les archives, les documents d'archives comme des objets plutôt que comme des résultats. Et ça, c'est le point qui me frappe aujourd'hui. Alors que, même si on parle beaucoup de contexte, un terme qu'il faudrait développer, parce que je pense que même le contexte archivistique, ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Faudrait creuser cette question, mais c'est un autre séminaire. Je pense, pour parler de archives et algorithmes, la première chose qui m'apparaît, c'est de bien dissocier 2 réalités. Donc, d'un côté, et là, je reprends mon vocabulaire de consultant et d'enseignant, c'est les traces qui engagent la responsabilité de celui qui les produit avec une finalité. Et ça, c'est le sens classique, en fait, du mot archive, le mot record. Et puis, ces objets de mémoire, je reprends le mot objet, avec un certain contexte et qui surtout sont appréhendés avec une finalité de connaissance et qu'on appelle archive, qui est le sens patrimonial nouveau, je dirais plus récent. Alors, je ne parle pas du patrimoine au sens début du 19e siècle, création même fin du 18e, création des archives nationales, mais au sens patrimonial aujourd'hui de tout ce qui est nommé archive sans l'avoir toujours été, si je puis dire. Ce qui nous amène à ce que je vais considérer comme archive aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois des archives traditionnelles qu'on n'appelle pas archives, enfin je dis traditionnelles, des traces qui engagent et qu'on n'appelle pas archives, par exemple tout ce qui se trouve sur les messageries électroniques ou sur les réseaux sociaux, qui sont pour moi typiquement des traces engageantes, mais qu'on n'appelle pas archives en général, ou très peu. Et puis des archives traditionnelles qu'on appelle archives, des documents qui ne sont pas vraiment des archives, mais qu'on appelle archives. Voilà. Et donc, il y a eu un mélange de toutes sortes de cas de figure qui sont assez complexes, en fait, avec des frontières qui ne sont pas étanches. Et c'est cet ensemble-là que je prends en considération, ou que j'essaie de prendre en considération pour ma réflexion. Sur le mot algorithme, donc n'ayant pas la compétence, la génétique pour proposer une définition plus différente, je m'en tiens à ce qu'on dit
généralement et basiquement, c'est-à-dire une suite d'opérations et de calculs qui est automatisée et qui aujourd'hui, effectivement, avec la puissance des machines, prend des proportions bien plus importantes que du temps de son inventeur algorithmique. Enfin bref, je suis en train de chercher le nom du professeur, du savant qui a donné son nom, et je le prononce ni en latin ni en arabe, mais vous voyez qui je veux dire. Alors, sur les algorithmes, je veux dire deux choses. L'une qui est effectivement que j'ai creusé, un point qui me paraît intéressant pour la recherche de notre point de vue archive, qui est les deux approches différentes que j'ai un peu étudiées à l'occasion de l'analyse des données du grand débat, qui est d'une part l'approche sémantique, d'autre part l'approche cognitive. L'approche sémantique consiste à apprendre à la machine un certain nombre de mots-clés ou de contenus de référence sur lesquels les algorithmes pourront se baser pour analyser, comptabiliser, et d'abord comptabiliser, faire des regroupements, des calculs, ce qui veut dire que le traitement avec l'approche sémantique est supervisé. Il y a un référentiel qui est prédéfini, même si on le verra, on peut le voir pour le grand débat, on a d'abord utilisé un échantillon, les premières données du grand débat pour construire ce référentiel, qui n'est pas forcément construit avec complètement déconnecté, de manière déconnectée du corpus étudié, mais ça arrive aussi que le référentiel soit construit en dehors du corpus. Enfin, toujours est-il qu'il faut retenir, c'est que cette notion de supervision, et qui fait qu'on se prive dans ces conditions d'une découverte puisqu'on présuppose qu'on cherche, en partie. Et donc, il y a une autre approche, et pas qu'une, je pense, enfin là j'en ai que deux, l'approche qu'on appelle cognitive, qui est plus récente et aussi plus complexe au niveau des technologies, et qui consiste à extraire du corpus tel qu'il se présente toutes sortes de données, et à forger les catégories à partir de ces données par agrégation successive d'un maximum de données, en essayant d'imiter le cerveau humain. Donc c'est le fruit de recherche en sciences cognitives, linguistiques, et qui font qu'on combine, en s'appuyant sur l'observation de ce que font les humains, de ce que fait le cerveau humain, on combine des éléments de manière à faire ressortir du terrain le maximum d'informations, et ça à une exploitation plus poussée des corpus. J'y reviendrai pas tout à l'heure, donc je le dis maintenant. C'était assez frappant dans l'analyse qui a été faite des données du grand débat national en 2019, qu'un grand nombre de données ont été laissées de côté parce qu'elles ne correspondaient pas au référentiel. Donc ça, c'est un point qui a été, qui m'a frappé, pas que moi, mais qui n'a pas été tellement développé non plus dans les commentaires. Alors, sur la question d'approche sémantique et d'approche cognitive, je veux souligner, parce que c'est ce qui m'est apparu quand j'ai étudié la question, encore une fois pour le grand débat, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux. Et je pense qu'il aurait été justement intéressant de faire les deux, parce que les finalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, ça m'amène à souligner que les démarches donc, sont complémentaires. Et ce qui est important dans toute cette histoire, la grande question, est bien de savoir ce que l'on cherche. Alors, sur les algorithmes, je veux faire un autre commentaire, qui est plutôt en fait une citation, qui est tirée de l'ouvrage La sémiologie graphique, écrite par Jacques Bertin, inventeur de la dite sémiologie graphique, donc un ouvrage de 1965, donc ça fait quand même 55 ans, qui me paraît d'une grande actualité. En tout cas, je n'ai pas vu l'édition originale, j'ai en ma possession la réédition de 1998, qui est la troisième, et dont l'introduction m'a beaucoup marqué, et je vais vous en lire deux extraits. Donc, je cite au sujet du traitement des données. Donc, on est dans la notion d'algorithme, là, toujours. En effet, grâce à l'ordinateur, le traitement des données se développe prodigieusement.
On sait que comprendre, entre guillemets, c'est réduire la multitude des données qui nous assaillent au petit nombre d'informations que nous sommes susceptibles de prendre en compte autour d'un problème donné. Donc, c'est réduire la multitude des données. Donc, je continue ma lecture. Et la psychologie démontre que ce nombre tourne autour de 3 et ne dépasse pratiquement jamais 7. Donc, le nombre d'informations qu'on est susceptible d'analyser, de comprendre sur le fond ne dépasse pas 7. Le traitement des données recherche les méthodes les moins discutables pour parvenir à cette réduction indispensable. Je continue un peu plus loin. Or, il ne suffit pas d'avoir passé des données à l'ordinateur pour avoir fait œuvre scientifique. Les étapes les plus importantes ne sont pas celles qui sont automatisables, mais bien celles qui précèdent et celles qui suivent les traitements automatiques. Ces traitements soulèvent en effet 2 questions nouvelles. Premièrement, quelle réduction faut-il retenir? En effet, dès que le tableau des données est important, on découvre des réponses différentes suivant le type de calcul employé. On se retrouve donc, tout comme nos anciens, devant un problème de choix. Choix de sous-ensembles pertinents, de pondération, d'exclusion, mais aussi choix de calcul, de distance et choix d'algorithme. Quel ordinateur nous dira qu'il lui manque un algorithme? Deuxièmement, les données mises dans la machine sont-elles pertinentes au problème posé? En effet, quelles réponses fournies par l'ordinateur se construisent dans le cadre fini des données mises dans la machine? Mais cet ensemble fini, découpé dans l'infini des possibles, est-il le meilleur? Les premières réductions par le calcul conduisent le plus souvent à critiquer les données et à en imaginer de nouvelles. Or, quel ordinateur nous dira qu'il lui manque un algorithme? Donc, je conclus que l'algorithme, c'est bien, mais que l'algorithme avec une finalité, c'est mieux. Deuxième partie de mon exposé, la présentation de 2 cas de figure sur le traitement des données du grand débat national en 2019, et je parlerai ensuite du traitement algorithmique des emails de la doyenne de l'université de Princeton, New Jersey, en 2015. Les données du grand débat. Donc, vous savez, vous vous rappelez, le mouvement des Gilets jaunes démarre le 17 novembre 2018, il y a bientôt 2 ans. Le grand débat est lancé mi-janvier par le gouvernement pour 2 mois et on avait 2 branches de collecte, une collecte nationale via une plateforme dédiée en ligne qui recueillait des données structurées et aussi des données semi-structurées via un questionnaire. Et puis, en parallèle, une collecte territoriale avec la participation des municipalités qui, elles, avaient pris les devants puisqu'il y avait des cahiers de doléances dès le mois de décembre, renommés cahier de doléances à l'initiative de l'Association des maires ruraux de France, qui a été renommé, cahier citoyen à partir du grand débat officiel. Donc, ce grand débat, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais essayer de me concentrer sur le point qui se rapporte à la notion de relation entre archives et algorithmes. Le matériau recueilli est un document d'archives nationales. J'ai un autre article qui paraîtra sans doute en début 2020 qui essaie de démontrer que l'ensemble de ces millions de contributions ne forment qu'un seul et cohérent document d'archives nationales, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc le matériau, lui, donc est immense. Il y a des cahiers, 20 000 environ, 27 000 courriers, 10 000 comptes rendus de réunions, près de 2 millions de contributions en ligne. Et ce matériau a été confié à 2 groupes de prestataires différents qui ont été chargés d'analyser les idées pour permettre au gouvernement de prendre des décisions à l'issue de ce mouvement social, enfin, en cours de ce mouvement social. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les prestataires, qui sont plutôt des communicants et non pas des chercheurs en sciences sociales, ceci peut-être expliquant cela ou cela expliquant ceci, toujours est-il que l'analyse a été faite avec une approche, avec un traitement algorithmique qui était plutôt une approche sémantique et donc avec un référentiel
prédéfinie qui s'est, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, appuyé sur un premier jeu de cahiers dans le courant du mois de janvier 2019. Ce que je veux retenir ici du point de vue de la diplomatique, et je redéfinis, puisque c'est mon dada, mon obsession, ma recherche, je redéfinis ici la diplomatique parce que ce n'est pas une question d'authenticité. La diplomatique est souvent associée à l'authenticité des documents. Les données du grand débat n'ont pas vu leur authenticité remise en question. La question n'est pas là. Donc, je redéfinis la diplomatique comme l'étude des documents originaux et de leur portée pour leurs destinataires. Donc, on est toujours dans l'analyse avec les termes traditionnels de la diplomatique, de la jeunesse, de la forme et de la tradition. Qui est donc ce que je traduis des fois, que je transpose entre élaboration, forme et diffusion ou transmission. Et ce qui me paraît important ici, c'est que effectivement le gouvernement qui était le destinataire de ces données ne pouvait pas en prendre connaissance et qu'il y avait, en raison du volume, besoin du truchement d'un document de synthèse sur lequel le gouvernement allait s'appliquer. Ce qui me frappe sur le plan de la diplomatique, c'est que les documents, parce qu'il y avait des données, mais il y avait aussi dans la collecte territoriale un grand nombre de documents, c'est-à-dire des données, on dit en langage informatique, des données non structurées, et que tous ces documents ont été, de manière radicale, je vais dire, transformés en données. On a donétisé les documents. Et ça, c'est le point que je veux souligner, parce que je pense qu'il ne méritait pas ce traitement radical. On a transformé les documents en données, en mots, en phrases. On a agrégé ces données, ces phrases. On en a fait. Pardon. Je bois un petit coup. On a fait de ces documents des idées et des propositions. Et je pense que c'est là une réduction, mais pas au sens où l'entendait Jacques Bertin. Donc, ce qui m'a frappé, ce que j'ai recreusé le sujet avec Édouard Vasseur ultérieurement aussi, c'est que la forme des documents, la forme diplomatique, donc le support, le lieu et la date de la production, le nombre d'émetteurs, le contexte de production, le contexte d'écriture, la langue, le style, les formes de validation, les différents copies, supports, versions qui ont pu avoir lieu dans certains cas, n'ont pas été pris en compte. Or, ce sont des informations qui sont non seulement, et là j'insiste bien parce que c'est ma conclusion ma pré-conclusion sur le grand débat, ces informations que je viens de citer, toutes ces données non seulement sont utiles pour comprendre le message qui venait de l'ensemble de la population, des citoyens, mais ont aussi cette caractéristique qu'elles pouvaient tout à fait, à mon sens, ce que je m'attache à démontrer par ailleurs, elles pouvaient tout à fait être transformées en données elles-mêmes, puisque je comprends bien que le traitement algorithmique a besoin de données. Mais je veux dire par là, si je le dis autrement, qu'on peut donner à traiter à un algorithme des données qui ne sont pas des données textuelles. Et c'est tout le point que je veux, que je m'attache à développer. On pouvait tout à fait traiter les données du grand débat, on peut peut-être le faire encore, le matériau du grand débat, en ne se limitant pas aux données textuelles, qui sont de toute évidence un appauvrissement. Et ce terme d'appauvrissement, je ne suis pas la seule à l'avoir utilisé en commentant cette affaire. Mon deuxième, je vais un petit peu accélérer, mais oui, ça va encore. Mon deuxième exemple est celui du traitement archivistique, je vais dire là, de la messagerie de la doyenne de l'université de Princeton. J'ai raconté cette histoire pour un des MOOC du CR2PA, le MOOC sur les mails en 2016. Alors voilà la question. J'ai pas vu, bon, je vois pas tout, j'aimerais bien, mais je n'ai pas vu d'autres exemples très précis, résumés de pratiques de ce type, en tout cas publiés. Vous me démentirez peut-être. Voilà, donc Valérie Smith, qui a été doyenne de l'université de Princeton pendant 4 ans, de 2010 à début 2015, a été la première femme noire à occuper un tel poste. Donc, ça mettait aussi, les premières sont toujours importantes. Et donc, lors de son départ, le service des archives de l'université s'est soucié de collecter non seulement ses dossiers, ses papiers électroniques, parce qu'elle était très électronique,
mais aussi sa boîte de messagerie qui comportait environ 100 000 messages témoignant donc de son activité de ces 4 ans de mandat. Je peux comparer avec le chiffre des 30 000 messages professionnels accumulés par Hillary Clinton pendant ses 4 ans d'exercice du poste de secrétaire d'État. Donc, je reviens à Madame Smith. Le service d'archives n'a à aucun moment, peut-on lire dans la documentation afférente, envisagé de garder la totalité de la boîte de messagerie. Un groupe de travail a été constitué, regroupant une responsable administrative, un expert technique et l'archiviste, et 2 archivistes. Et cette équipe a élaboré 2 listes, d'une part les noms et adresses de 25 correspondants principaux, et d'autre part 50 mots-clés. Donc là, on revient dans le référentiel prédéfini, 50 mots-clés liés au projet, au programme et aux thématiques représentatifs du mandat de Valéry Smith. Attends, Marianne, je t'interromps juste 30 secondes pour dire aux personnes qui nous rejoignent de couper leur micro. Merci. Merci, effectivement. Donc, d'autre part, 50 mots-clés représentatifs de ce mandat. Et à partir de ces 2 listes, l'algorithme a été rédigé et a permis, je crois, en quelques heures, si je me souviens bien, une sélection de 20 000 messages, c'est-à-dire 20% de la totalité, 3/4 de messages reçus, 1/4 d'expédiés. Je trouve que les proportions sont intéressantes. Le classement est simplement un classement chronologique, celui de l'utilisatrice, ce que je trouve aussi à noter. Et le délai de communication au public a été fixé à 40 ans glissant, donc premiers emails accessibles en 2050. Et un petit calcul fait par les archivistes est également intéressant puisqu'il indique que cette sélection, alors à voir comment ça a été fait, mais cette sélection de 20 000 mails correspondrait imprimés à 0,30 mètres linéaires par an, c'est-à-dire 3 boîtes d'archives, ce qui correspond à peu près au volume moyen des archives annuelles de tous les doyens de l'université depuis 90 ans. Alors, ce n'est pas le sujet tellement des algorithmes, mais c'est le sujet de la représentativité qui m'est cher aussi, de la représentativité de ce qu'on archive par rapport à ce qui a existé. Je ferme ma petite parenthèse. Voilà, donc je voudrais maintenant comparer un peu mes 2 exemples. Donc, d'une part, sur le plan de la temporalité, je ne sais pas si le terme est le meilleur, en tout cas de la relation temporelle entre l'algorithme lui-même et les documents que je qualifie de documents d'archives, dans le sens très large d'archives que j'ai réexpliqué au début. Tout ce qu'on peut imaginer au sens très large derrière le mot archive. Donc là, on a affaire d'une part à les données du grand débat national, que je considère donc comme un document d'archive à soi tout seul, donc tous ces millions de contributions. Et là, dans ce premier cas, l'algorithme a pour objet donc de faire une synthèse d'un énorme jeu de données qui n'est pas gérable manuellement pour servir de base à une décision. Donc, ce qui me paraît important de voir ici, c'est que l'algorithme est au milieu, si je puis dire, de la production du matériau de base et de la synthèse qui va servir d'aide à la décision. Donc, on a une relation d'un algorithme qui se situe avant la production du document majeur qui est la synthèse, puisque c'est ça qui va être engageant finalement, puisque c'est là-dessus que va se baser le gouvernement, même si on sait que certains échantillons du matériau brut ont été vus et lus par les membres du gouvernement ou le président de la République. Donc, c'est cette relation temporelle que je veux souligner ici, puisque dans le second cas, avec le cas de la messagerie de la doyenne de Princeton, il y a une relation inverse, puisqu'il y a préconstitution d'un ensemble organique bien déterminé par l'activité de la doyenne pendant 4 ans, et l'algorithme il va intervenir pour faire une sélection à titre historique. Donc, on a une relation document préexistant, algorithme. Voilà, c'est ce point que je voulais souligner. Je rajoute à cette réflexion, j'en profite pour évoquer cette expression que je pense
beaucoup d'entre vous connaissent déjà, de Enabling Record, que j'essaie de ne pas traduire parce que c'est toujours un peu difficile. En tout cas, c'est dans la typologie des records, des catégories de records définies par Interpares il y a quelques années, la notion du document, puisque c'est un record, c'est un document, qui permet à un autre document d'être produit et de participer à la décision. Donc, si je dis que je ne traduis pas, mais en fait, je le définis, je traduis la définition qu'en donne Interpares. Donc, Enabling Record, un document prospectif encodé en langage machine qui participe activement à la réalisation d'une action ou d'un processus. Et donc, on peut en déduire que, si je reviens à formuler autrement ce que j'ai dit précédemment sur les deux exemples, dans le cas du grand débat, l'algorithme est un document en lui-même qu'il faut rattacher à la synthèse du grand débat. Donc, c'est un document explicatif de la synthèse du grand débat sur lequel va s'appuyer la décision gouvernementale en théorie. Donc, on a une sorte de enabling record au carré, puisqu'on a l'algorithme qui aide à produire la synthèse, qui aide à produire la décision. Donc, c'est au carré ou en cascade ou en poupée russe, comme vous voudrez. Et dans le cas de Princeton, on a un algorithme qui intervient après et qui aide à la décision de collecte des archivistes. Donc, on n'a pas affaire aux mêmes décideurs, si je puis dire. Et donc, on est dans la production non pas d'un document, mais d'un classement. Et là, on est proprement dans une réduction au sens de Jacques Bertin. Voilà, donc ma conclusion, puisque du coup, j'ai peut-être parlé un peu vite, mais j'ai encore 5 minutes, c'est juste bien. Donc, ma conclusion est de suggérer à la communauté, donc à vous tous qui me faites l'amitié de m'écouter ce matin, de produire collectivement, mais avec d'autres. On est au début de cette période d'utilisation algorithmique, des algorithmes en matière d'archives. Donc, ce serait pour les professionnels des archives de produire 2 documents de référence que je vous suggère. Après, c'est un peu brut, on va pouvoir en discuter ensemble. Le premier document serait une cartographie des cas de figure, parce que j'en ai esquissé 2, mais je pense que c'est plus complexe. Donc, une cartographie des cas de figure d'opérations algorithmiques liées aux archives en fonction du profil des archives, donc ce que j'ai évoqué au début de mon exposé, qui est contestable lui aussi, qui n'est aussi qu'une proposition de facettes de la matière archivistique globale. Donc, à partir du profil des archives et de la relation temporelle entre archives et algorithmes, à partir également de la finalité recherchée et aussi des acteurs. Voilà. Et sur ce sujet, je peux aussi faire allusion à un troisième, non pas exemple, mais un troisième comment dire, piste de futurs exemples. C'est que vous avez certainement vu aussi début août 2020, une offre d'emploi publiée par le ministère de l'économie et des finances qui cherchait un CDD pour une mission relative à la définition, je cite, d'un plan de gestion et de collecte de l'information produite par le secrétariat général du ministère dans le contexte de la crise sanitaire, puis la mise en œuvre de ce plan. Et pourquoi je cite ça, c'est que l'offre d'emploi précise que la mission pourra s'insérer dans des projets d'analyse automatique des données grâce aux technologies liées à l'intelligence artificielle actuellement en cours. Donc là, on voit encore, je dirais, un troisième cas de figure qui est d'utiliser l'intelligence artificielle pour produire donc un autre document, mais qui est un document archivistique, un plan de collecte. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup à dire sur cette annonce, mais ce n'est pas mon sujet non plus aujourd'hui. Donc, 2 documents, disais-je, 2 documents de référence que je soumets à votre sagacité. Le premier, donc cette cartographie des cas de figure, et un deuxième document de référence qui pourrait être, avec l'aide de nos collègues ingénieurs, une typologie des algorithmes de traitement liés aux archives. Est-ce qu'on peut caractériser, enfin, c'est une question moi, que je me pose, je serais très intéressante de voir ce document que je suis bien incapable de produire, mais de savoir donc quelles sont les caractéristiques dans les différents cas de figure, quelles sont les caractéristiques des algorithmes utilisés, est-ce qu'on peut en établir et si oui, lesquels. Voilà. Et donc, j'en viens à ma toute conclusion, c'est
Je reprends encore la formule de Jacques Bertin. Les étapes les plus importantes ne sont pas celles qui sont automatisables, mais bien celles qui précèdent et celles qui suivent. Et là, j'insiste sur ce qui me paraît être le point crucial, qui est la qualité des données en amont du traitement. Voilà, et par qualité des données, puisqu'on parle beaucoup de la qualité des données, donc je pars de cette expression, j'entends par là à la fois la logique de production. J'ai bien insisté, ce qui m'avait beaucoup plu dans l'histoire d'ailleurs pour le grand débat, c'était très cohérent aussi, c'est toutes les données produites en réponse au grand débat. Et pour la doyenne de l'université de Princeton, on a bien l'intégralité de sa production dans son mandat. Donc on a bien la notion pour l'université, pour la doyenne de l'université, on a bien la notion de fonds, en tout cas de la partie de son fonds d'archives, correspondant à l'exercice de sa responsabilité, en tout cas sous forme de messagerie, donc cette partie messagerie de son fonds. Donc il est important d'avoir cette logique de production, d'avoir une cohérence des données, qui ne veut pas dire une homogénéité des données, c'est pas du tout pareil. Je pense que l'ensemble du matériau du grand débat montre des objets documentaires hétérogènes, mais une cohérence des données. Donc, il y a une nuance importante dans les mots ici. Donc, cohérence du point de vue de leur sens et du point de vue de leur finalité. Voilà. Et donc, une certaine cohésion, je dirais, diplomatique de ces groupes de données. Et que l'absence si on n'est pas en mesure de pouvoir qualifier les données par rapport à leur producteur, à la période décrite, par rapport au processus ou à l'action qui leur a donné naissance, je pense qu'on crée un premier biais et qui rend la suite peu fiable et peu exploitable. Donc je n'ai pas évoqué le mot vrac, mais c'est un petit peu celui auquel je pense. Mais ce que je voulais dire, donc je voulais proposer un autre adjectif qui est le fait d'avoir un jeu de données consistant. Voilà, pour changer de voilà, la qualité des données, ce serait d'avoir un jeu de données consistant, donc à la fois cohérent pour son sens et sa finalité et stable. Et je conclus en reprenant une première conclusion tout à l'heure. Donc, l'algorithme avec une finalité claire, c'est très bien, mais l'algorithme avec une finalité claire et un jeu de données consistant, c'est encore mieux. Merci de votre écoute.